Certains lieux autrefois remplis de maisons, d'entreprises, de trains, de bateaux et de milliers de personnes. Mais lorsque le travail, l'eau ou les ressources qui les faisaient en vivre ont disparu, les habitants sont partis un à un. Et à cause de cela, la ville entière a été laissée au milieu du désert, jusqu'à ce qu'elle soit peu à peu engloutie par le sable et la chaleur intense. Voici les lieux oubliés qui étaient autrefois pleins de vie, mais qui aujourd'hui ne rappellent silencieusement que la rapidité avec laquelle une communauté peut disparaître. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. C'est déjà une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors, commençons. Numéro 12, le village fantôme d'Al-Madam aux Émirats Arabes Unis. Au milieu du désert des Émirats Arabes Unis, il y a un petit village qui est peu à peu englouti par le sable. On l'appelle le village fantôme d'Al-Madam. Il se trouve dans l'émirat de Sharjah, près de la frontière avec Oman. Ce village a été construit dans les années 1970 dans le cadre d'un projet de logement du gouvernement. Son objectif était de fournir une maison permanente aux familles bédouines qui se déplaçaient autrefois dans le désert. Il y a 2 rangées de petites maisons et une mosquée au bout du village. Les maisons sont simples. Elles sont d'un seul étage. Elles ont un toit plat, des sols carrelés, une salle de bain, une cuisine et des chambres familiales. À l'origine, les maisons étaient colorées. Il y avait du bleu, du vert, du jaune et du rose sur les murs. Mais aujourd'hui, il ne reste presque plus que du sable à l'intérieur. Le sable est entré par les fenêtres, les portes et les petites fissures dans les murs. Dans certaines maisons, le sable atteint même la hauteur des genoux. Dans d'autres pièces, presque la moitié du mur est déjà recouverte. Il y a des portes qui ne peuvent plus être ouvertes à cause d'un gros tas de sable de l'autre côté. Mais pourquoi le village a-t-il été abandonné ? Il n'y a pas de raison unique et claire, mais selon les chercheurs, il est probable que les habitants aient eu du mal à vivre dans cet endroit. C'est loin des emplois, des écoles, des hôpitaux et des grands magasins. L'approvisionnement en eau et en électricité était également limité à l'époque. Le village est aussi souvent frappé par de fortes tempêtes de sable. Quand le vent souffle fort, les environs des maisons se remplissent rapidement de sable. Alors que Dubaï, Sharjah et d'autres villes se développaient rapidement, de nombreuses familles ont préféré déménager dans des endroits offrant plus d'emplois et de services. Dans les années 1990, plus personne ne vivait dans le village. Une autre histoire circule. Certains habitants disent que le village a été abandonné à cause des djinns. Dans la tradition islamique, les djinns sont des êtres surnaturels que les humains ne voient généralement pas. Il existe des histoires selon lesquelles les djinns auraient effrayé ou chassé les habitants. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve solide pour confirmer cette histoire. La difficulté de la vie, le manque de services et les tempêtes de sable fréquentes sont probablement les vraies raisons du départ des gens. Il est aussi important de le préciser, que toute la ville d'Al-Madam n'est pas abandonnée. Il existe encore une ville moderne appelée Al-Madam. Le Ghost Village n'est qu'une petite ancienne colonie à l'extérieur de la ville principale. La mosquée au bout du village est toujours debout. Ce n'est pas tellement rempli de sable car il y a des gens qui nettoient l'intérieur de temps en temps. Aujourd'hui, l'endroit attire des touristes, des photographes et des créateurs de contenu. Mais ce n'est pas seulement un village effrayant. Cela montre à quelle vitesse un pays peut changer. Les maisons, autrefois construites pour protéger les gens du désert, deviennent peu à peu une partie intégrante du désert lui-même. Numéro 11, Kolmanskop, Namibie. Dans le désert du Namibe, au sud de la Namibie, il y a une ancienne ville minière, autrefois prospère, qui est maintenant envahie par le sable. Son nom est Kolmanskop de Kolman. L'histoire a commencé en 1908. Un ouvrier du chemin de fer, nommé Zacharias Lewala, a aperçu une pierre scintillante dans le sable près des rails. Lorsqu'ils ont fait examiner la pierre, ils ont découvert qu'il s'agissait en fait d'un diamant. La nouvelle s'est rapidement répandue. Des mineurs, des hommes d'affaires et des familles désireuses de profiter des diamants trouvés dans la région sont arrivés. En seulement quelques années, ils ont construit toute une ville au milieu du désert. Kolmanskop n'était pas un simple camp minier. Il y avait un hôpital, une école, une boulangerie, un bureau de poste, une centrale électrique, une usine de glace, une salle de bal, un casino et un bowling. Il y avait aussi de grandes maisons, construites dans le style européen. À l'époque, l'Allemagne contrôlait la région aujourd'hui appelée Namibie. C'est pourquoi de nombreux bâtiments à Kolmanskop ressemblaient aux maisons allemandes. Mais la vie était très difficile dans cet endroit. Il faisait très chaud le jour et l'eau manquait. La ville, isolée, nécessitait d'acheminer nourriture, eau, médicaments et provisions par train. Au début, on trouvait énormément de diamants dans cet endroit. Il y a des histoires de mineurs qui auraient dit trouver des diamants, juste à la surface du sable.
Mais au fil du temps, les diamants autour de Coleman's Cop se sont peu à peu raréfiés. On a aussi découvert des gisements de diamants beaucoup plus importants dans d'autres endroits du sud. En conséquence, les opérations minières ont été déplacées. Avec le déplacement des activités minières, la ville a également perdu ses emplois et ses revenus. Les mineurs et leurs familles sont partis un à un. L'hôpital, l'école, le casino et d'autres bâtiments ont fermé. En 1956, Coleman's Cop a été complètement abandonné. Après le départ des habitants, le sable a commencé à envahir les bâtiments. Il est passé par les fenêtres cassées, les portes ouvertes et les fissures dans les murs. Dans certaines pièces, le sable atteint la hauteur des genoux. Dans d'autres, il recouvre presque tout le sol et la moitié des murs. La peinture délavée et le papier peint sont encore visibles dans les maisons, mais l'ancienne chambre, le salon et le couloir ressemblent désormais à de petites dunes de sable. Cela ne s'est pas produit en un seul jour. Chaque tempête de sable apporte de nouveaux grains de sable. Chaque année, de plus en plus de parties de la ville sont recouvertes. Aujourd'hui, Coleman's Cop est l'une des villes fantômes les plus célèbres de Namibie. Les touristes et les photographes viennent ici pour admirer la vue unique des vieilles maisons remplies de sable, mais ce lieu a une histoire plus profonde. Coleman's Cop montre comment une ville est rapidement devenue riche grâce à un minéral précieux. Cela montre aussi comment une communauté peut disparaître rapidement lorsque la raison de sa création disparaît. Coleman's Cop a été fondée à cause des diamants. Lorsque l'exploitation minière s'est déplacée ailleurs, les gens sont partis aussi. Et quand il ne restait plus rien, le désert est revenu tranquillement pour reprendre toute la ville. Numéro 10, le cimetière de navires RLC, Ouzbékistan. Dans le désert d'Ouzbékistan, de grands navires reposent sur le sable. Ils n'ont pas été amenés là. Autrefois, il y avait une vaste étendue d'eau à cet endroit. On l'appelait la mer d'Aral. Même si on l'appelle une mer, c'était en réalité un grand lac situé entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Autrefois, c'était l'un des plus grands lacs du monde. Beaucoup de gens vivaient hors de la pêche. Il y avait des ports, des bateaux de pêche, des cargos et des usines de transformation du poisson. L'une des villes qui dépendèrent de ce lac était Moïnak, en Ouzbékistan. Mais dans les années 1960, le lac a commencé à rétrécir. La mer d'Aral était alimentée par deux grands fleuves, l'Amou Daria et le Sir-Daria. À l'époque de l'Union soviétique, une grande partie de l'eau de ces fleuves a été détournée vers des canaux d'irrigation. L'eau a été utilisée pour irriguer les vastes champs de coton en Asie centrale. À cause de cela, très peu d'eau est finalement arrivée jusqu'à la mer d'Aral. En l'espace de quelques décennies, une grande partie du lac s'est asséchée. L'ancien fond marin est devenu un désert aride, qu'on appelle aujourd'hui le désert d'Aralkoum. À mesure que l'eau s'éloignait, les bateaux autrefois amarrés à Moïnak sont restés échoués sur la terre sèche. Certains bateaux ont été démontés pour la ferraille, d'autres sont restés et se sont détériorés. Aujourd'hui, on parle du cimetière de bateaux de la mer d'Aral, mais les bateaux ne sont pas les seuls touchés. Avec la diminution du lac, la salinité a augmenté, provoquant la mort de nombreux poissons et l'effondrement de la pêche. De nombreux pêcheurs et ouvriers d'usines ont perdu leur emploi. Le fond marin asséché pose également problème, avec du sel et des produits chimiques dans le sol. Lorsque le vent souffle fort, la poussière salée se répand dans les maisons et les champs. Cela peut endommager les cultures et nuire à la santé des gens. La mer d'Aral n'a pas complètement disparu. Il reste encore de l'eau dans certaines de ses parties. Au Kazakhstan, le barrage de Kokh-Aral a aidé à préserver la mer d'Aral du Nord et à ramener certaines espèces de poissons. Mais dans la partie proche de l'Ouzbékistan, la zone asséchée reste vaste. Aujourd'hui, les touristes viennent voir les bateaux rouillés à Moïnak. Ce ne sont pas seulement des curiosités. Ils sont une preuve évidente de la façon dont un endroit entier peut être détruit, à cause d'une mauvaise gestion de l'eau. Autrefois, ces bateaux flottaient l'un sur le lac. Aujourd'hui, ils sont enfouis dans le sable. Numéro 9, la ville fantôme de Dalol, Éthiopie. Dans le nord de l'Éthiopie, il existe un endroit extrêmement chaud, très salé et rempli de produits chimiques dangereux. Son nom est Dalol. Il se trouve dans la dépression du Danakil, une zone basse de la région d'Afar. De nombreuses parties de cet endroit sont même en dessous du niveau de la mer. Il pleut très peu ici et la chaleur est extrême. La température dépasse souvent les 40 degrés Celsius pendant la journée. Pendant les périodes les plus chaudes, la température peut atteindre près de 50 degrés Celsius. C'est pourquoi Dalol est connu comme l'un des endroits les plus chauds du monde. La couleur du sol y est également unique. On peut voir des zones jaunes, oranges, vertes, rouges et blanches tout autour. Ces couleurs ne sont pas de la peinture. Elles proviennent du soufre, du fer, du sel et d'autres minéraux qui remontent du sous-sol. De l'eau chaude et des gaz s'échappent des fissures. Lorsque ceux-ci se mélangent aux minéraux, ils forment des sources chaudes colorées et de petites mares. Certaines mares sont très acides et dangereuses à toucher.
Du gaz de soufre provoque une forte odeur dans la région. Il est donc dangereux de s'approcher sans guide ni équipement adéquat. Au centre de la région, on peut voir les vestiges d'une ancienne colonie minière. Au début des années 1900, on y extrayait de la potasse et du sel. La potasse est un minéral utilisé dans la fabrication d'engrais. Ils ont bâti des bâtiments, un chemin de fer et des équipements pour les mineurs. La communauté, créée uniquement pour l'exploitation minière, restait petite. Travailler à Dalol était très difficile. Chaleur extrême, éloignement des grandes villes et difficulté d'approvisionnement en nourriture, eau, essence et autres fournitures. Face à la difficulté des opérations, l'exploitation minière a diminué et les travailleurs ont quitté les lieux, abandonnant bâtiments et équipements. Aujourd'hui, on peut encore voir quelques structures en ruine et des machines rouillées au milieu du vaste désert de sel. Il est important de préciser que toute la dépression du Danakil n'est pas abandonnée. Les Afars y vivent et y voyagent une fois depuis longtemps. Il y a aussi des ouvriers qui extraient du sel dans d'autres parties de la région. Ce qui a été abandonné, c'est seulement l'ancien camp minier de Dalol. Le sol continue encore de changer ici. L'eau chaude et le gaz remontent toujours à la surface. Les minéraux se forment et se dissolvent. Les gens ont tenté l'extraction minière dans l'un des lieux les plus difficiles du monde. Mais lorsque l'exploitation n'était plus viable, ils sont partis. L'ancienne ville s'était restée, tandis que la chaleur, le sel, l'acide et le soufre continuent de façonner Dalol. Numéro 8, Rhyolite, ville fantôme, Nevada. Dans le désert du Nevada, il y avait une ville qui est devenue riche très rapidement et qui a disparu tout aussi vite. Voici Rhyolite, une ville fantôme près de la vallée de la mort. La ville a commencé en 1904 après que Shorty Harris et Ed Cross y ont découvert de l'or. Lorsque la nouvelle s'est répandue, des milliers de mineurs et de commerçants sont arrivés. Ils ont construit des maisons, des magasins, des hôtels, des banques, un hôpital, un opéra et une gare. À son apogée, la population de Rhyolite était estimée entre 5 000 et 10 000 habitants, mais il s'est avéré que l'or n'était pas aussi abondant qu'on l'espérait. En 1907, une grande crise financière a également frappé l'Amérique. Les mines ont eu du mal à obtenir des fonds pour poursuivre leurs opérations. Les mines et les entreprises ont fermé. Les gens ont perdu leur emploi. C'est pourquoi ils sont partis un par un. En seulement quelques années, l'ancienne ville prospère était presque complètement désertée. Aujourd'hui, on peut encore voir les vestiges de la banque, de la gare, de la prison et d'une maison construite avec des bouteilles. Aujourd'hui, les gens viennent à Rhyolite non pas pour l'or, mais pour ses ruines. Elle a été construite rapidement en raison de la promesse de richesse. Mais lorsque l'or et l'argent ont disparu, la ville entière a également disparu rapidement. Numéro 7, Humberstone et Santa Laura, Chili, dans le désert d'Atacama. Au Chili, il y a deux anciennes villes minières appelées Humberstone et Santa Laura. Elles ont été construites pour l'extraction et le traitement du salpêtre ou nitrate de sodium. Ce minéral est utilisé dans les engrais et les explosifs. À l'époque, la demande pour ce produit était très forte dans différents pays. C'est pourquoi l'exploitation du nitrate est devenue une activité importante au Chili. Des milliers d'ouvriers venus du Chili, du Pérou et de la Bolivie ont vécu dans les communautés minières du désert d'Atacama. Il y avait des maisons, des magasins, des écoles, un marché. Il y avait aussi un théâtre, une piscine et de grandes usines de traitement à Humberstone. Mais plus tard, d'autres pays ont appris à fabriquer des engrais bon marché en utilisant de l'ammoniac artificiel. À cause de cela, la demande pour le nitrate naturel du Chili a diminué. Les affaires ont ralenti, les mines ont fermé et les ouvriers sont partis petit à petit. Humberstone a définitivement fermé ses portes en 1960. Les maisons, le théâtre, la piscine et les équipements miniers sont restés au milieu du désert. Beaucoup de bâtiments tiennent encore debout car il pleut très rarement dans cette région. Aujourd'hui, l'UNESCO reconnaît Humberstone et Santa Laura comme sites du patrimoine mondial. Ils sont préservés car ils représentent une partie importante de l'histoire minière et ouvrière du Chili. Autrefois, ces deux villes étaient pleines d'ouvriers et du bruit des machines. Aujourd'hui, elles se dressent silencieusement dans l'un des déserts les plus arides du monde. Numéro 6, Coober Pedy, Australie. Dans le désert brûlant d'Australie méridionale, il existe une ville où de nombreuses maisons sont cachées sous terre. Voici Coober Pedy, une ville minière célèbre pour son opale. L'exploitation minière a commencé ici en 1915, après qu'un adolescent nommé Willie Hutchison ait découvert de l'opale. Lorsque la nouvelle s'est répandue, de nombreux mineurs sont arrivés à la recherche de pierres précieuses. Mais il y avait un gros problème. La chaleur à la surface était insupportable. C'est pourquoi les mineurs ont creusé des habitations dans le grès tendre. Ces maisons souterraines sont appelées dugu. Il y fait plus confortable car la roche ne chauffe pas rapidement. Il ne fait pas aussi froid la nuit qu'à la surface non plus. Finalement, ils n'ont pas seulement construit de simples maisons sous terre.
Il y a des hôtels souterrains, des églises, des magasins et d'autres endroits que les résidents et les touristes peuvent visiter. Il faut préciser que toute la ville n'est pas souterraine. De nombreux bâtiments et maisons sont en surface. Coober Pedy reste vivante et habitée. L'extraction d'opale continue toujours ici, mais une grande partie des revenus de la ville provient désormais du tourisme. Des gens viennent ici pour voir comment une communauté vit sous le désert. Coober Pedy n'est pas abandonnée. C'est une ville vivante qui a appris à utiliser la terre comme protection contre la chaleur extrême. Numéro 5, le cimetière de train d'Uyuni, Bolivie. À l'extérieur d'Uyuni, en Bolivie, il y a de nombreux vieux trains qui tombent lentement en ruine au milieu de la terre sèche. L'endroit s'appelle le cimetière de train d'Uyuni. À la fin des années 1800, des chemins de fer ont été construits en Bolivie pour transporter des minéraux depuis les mines. Cela comprenait l'argent, l'étain et d'autres minéraux qui étaient envoyés vers les ports du Chili. À l'époque, Uyuni était un centre ferroviaire important. Chaque jour, des trains transportant des minéraux, du matériel et des ouvriers passaient par ici. Mais dans les années 1940, l'industrie minière a décliné. L'usage des vieilles locomotives à vapeur a baissé. Elles coûtaient les plus chères à entretenir et à exploiter, ce qui a conduit à l'abandon de nombreux trains près d'Uyuni. Certaines pièces ont été retirées, mais les carcasses des locomotives et wagons sont restées. Pendant des années, elles ont lentement rouillé. Aujourd'hui, le cimetière de train est l'une des attractions touristiques les plus célèbres près du Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel au monde. Les visiteurs peuvent s'approcher et monter sur certains vieux trains, mais ce ne sont pas de véritables cimetières. Vestiges d'une époque où le chemin de fer était crucial pour l'exploitation minière et le développement de la Bolivie, il transportait autrefois des minéraux depuis les montagnes. Aujourd'hui, il demeure de silencieux et se désintègre lentement dans la plaine aride. Numéro 4, le cimetière d'avions, en Arizona. Dans le désert de l'Arizona, des milliers d'avions militaires sont alignés en rangées bien ordonnées. On les trouve à la base aérienne Davis-Monthan à Malabi, près de Tucson. L'endroit est officiellement appelé le 309e groupe de maintenance et de régénération aérospatiale, ou AMAR, mais il est plus connu sous le nom de cimetière d'avions. Selon l'US Air Force, il y a généralement environ 3200 avions stockés ici. L'installation couvre environ 2600 acres. On y trouve de vieux chasseurs, bombardiers, hélicoptères, avions de transport et d'autres aéronefs militaires. Mais tous les avions présents ici ne sont pas des déchets. Certains sont conservés pour être réutilisés. D'autres servent de source de pièces détachées pour réparer les aéronefs encore en service. Il y a aussi des avions qui sont remis en état avant d'être donnés ou vendus à d'autres pays. Certains appareils peuvent également être remis en service si nécessaire. L'Arizona a été choisi parce que l'air y est sec et qu'il pleut peu. Comme l'humidité est faible, le métal rouille plus lentement. C'est pourquoi de nombreux avions peuvent rester ici pendant très longtemps. Vu d'en haut, cela ressemble à un immense parking d'avions. Ils sont garés silencieusement dans le désert, mais beaucoup d'entre eux peuvent encore avoir une nouvelle utilité. Numéro 3, le village de Kuldara, en Inde. Dans le désert du Thar, au Rajasthan, en Inde, il y a un ancien village qui n'a pas eu de résident permanent depuis plus de 200 ans. Son nom est Kuldara. Il a été fondé par les brahmanes Paliwal et est devenu une communauté prospère malgré le désert aride. Les habitants étaient experts en agriculture pratiquée par les Paliwal et en collecte d'eau. Ils avaient de bonnes maisons, des routes, des temples et des entrepôts. Mais au début des années 1800, le village a été abandonné. Selon la célèbre légende, le puissant ministre Salim Singh voulait épouser la fille du chef du village. Il aurait menacé de punir toute la communauté si la famille refusait. C'est pourquoi on raconte que les habitants de Kuldara et des villages voisins sont tous partis ensemble pendant la nuit. C'est aussi ce que dit l'histoire. Ils ont maudit l'endroit pour que plus personne ne puisse y vivre. Mais on sait que ce n'est qu'une légende et qu'il n'existe aucune preuve solide pour confirmer la malédiction. Il est possible que les gens soient trop partis à cause des taxes élevées, du manque d'eau, du déclin de l'économie ou d'autres problèmes dans la région. On ne sait pas non plus avec certitude s'ils sont tous partis en une seule nuit. Aujourd'hui, on peut encore voir les murs des anciennes maisons et l'ancien tracé des rues. La plupart des bâtiments n'ont plus de toit, mais leurs murs de pierre subsistent. Kuldara est maintenant un site patrimonial protégé et de nombreux touristes viennent le visiter. Pour certains, ce n'est qu'un vieux village abandonné à cause des difficultés de la vie. Mais pour ceux qui croient à la légende, cela reste un lieu maudit qui n'a plus jamais été habité. Numéro 2, district de Kangbashi, Mongolie intérieure.
En Mongolie intérieure, en Chine, il existe une ville moderne autrefois appelée la ville fantôme. Il s'agit du district de Kangbashi à Ordos. Ce n'est pas une vieille ville ni une ville minière abandonnée. C'est une nouvelle ville construite au début des années 2000. Ordos tirait autrefois d'importants revenus du charbon et du gaz naturel. C'est pourquoi le gouvernement local a construit un nouveau centre administratif. Elle s'est dotée de larges routes, de tours d'appartements, d'un musée, d'une école, de bâtiments gouvernementaux et d'une zone commerçante. La ville a été construite pour accueillir de nombreux résidents, mais au début, très peu de gens s'y sont installés. Beaucoup de bâtiments étaient déjà achevés, mais de nombreux appartements et routes restaient presque déserts. C'est pourquoi les médias internationaux l'ont surnommée la ville fantôme. Mais il n'est plus correct de dire que Kangbashi est abandonné aujourd'hui. Selon le recensement officiel, il y avait déjà plus de 118 000 habitants ici en 2020. Les écoles, bureaux, magasins et espaces publics restent utilisés. La ville ne s'est pas remplie aussi vite que prévu. Mais peu à peu, elle a accueilli des habitants. C'est pourquoi Kangbashi n'est pas vraiment une ville fantôme. C'est une ville qui a été construite avant que la plupart des gens qui allaient y vivre n'arrivent. Numéro 1, Gaochang et Jiaohe, Chine. Près de Turpan, dans le Xinjiang en Chine, on trouve deux anciennes villes qui faisaient autrefois partie de la route de la soie. Il s'agit de Gaochang et Jiaohe. La route de la soie était autrefois un vaste réseau de routes reliant la Chine, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Europe. Soie, nourriture, métaux, religion et bien d'autres choses y circulaient. Gaochang était une grande ville avec des murailles, des temples, des maisons, un marché et des bâtiments gouvernementaux. En raison de son emplacement important, de nombreux commerçants et voyageurs y passaient dedans. Jiaohe, quant à elle, a été construite sur une terre haute et étroite entre deux vallées. Ses côtés sont escarpés, ce qui lui offre une protection naturelle contre les ennemis. On peut encore voir aujourd'hui les anciennes routes, maisons, temples et autres bâtiments construits à partir de terre dure. Au fil du temps, les deux villes se sont affaiblies à cause des guerres, du changement des routes commerciales et des problèmes d'eau. Finalement, leurs habitants les ont abandonnés. Jiaohe a finalement été complètement abandonnée vers les années 1400 après une longue période de troubles et de déclin du commerce. Aujourd'hui, Gaochang et Jiaohe ne sont plus des villes habitées, mais leurs ruines subsistent, comme preuve qu'elles ont autrefois été d'importants centres de commerce et de culture sur la route de la soie. Autrefois, elles étaient remplies de marchands et de voyageurs. Aujourd'hui, il ne reste plus que de vieux murs et des passages silencieux au milieu de terres arides.